Les JO approchent, les sélections sont tombées, et perso, j'ai toujours eu du mal à comprendre le système de qualification. À en croire certains commentaires sur les réseaux sociaux, je ne semble pas être le seul. En vrai, je me suis toujours dit que c'était bien trop compliqué pour m'y intéresser, et devinez quoi? Bah j'avais raison, c'est pas super simple, mais en vrai, je trouve que ça vaut le coup. J'ai vu pas mal de gens rager sur les réseaux sociaux quand un athlète français n'était pas sélectionné, je pense à Hassan Chadi, Romain Mornay, il y a même Renix qui a écrit cet article sur la spécialiste du 1500 mètres Bérénice qui n'a pas été sélectionnée pour les Jeux. Et dans cette vidéo, on va voir si la Fédé est vraiment injuste ou si ça fait partie des règles en vigueur. On va tout vous expliquer le plus simplement possible et vous allez comprendre une bonne fois pour toutes le système de qualification, sachant que c'est quasiment toujours la même chose d'un mondial à l'autre ou d'un jeu à l'autre. Encore une fois, je ne suis pas à l'abri d'être passé à côté de quelque chose, alors je vous mettrai en description tous les documents avec les règles au cas où vous aimeriez les consulter vous-même. Dans cette vidéo, on va essentiellement parler des épreuves du 800 mètres au marathon, du système de ranking, des raccourcis qui existent pour contourner les standards, ce genre de choses. Et dans une seconde vidéo, on va passer en revue les statistiques des sélectionnés pour chaque épreuve parce que vous le verrez, il y a pas mal de dingueries, de surprises, voire parfois des scandales. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je remercie certains de mes coachs qui m'ont aidé à écrire cette vidéo ainsi que Pauline qui, en plus d'avoir lu toutes les règles de sélection, s'est littéralement tapé la saisie de tous les âges de chacun des 300 marathoniens qui sont sélectionnables pour les JO, juste parce que j'étais curieux de connaître la stat. La première chose à comprendre lorsqu'on parle de sélection pour les Jeux Olympiques, c'est qu'il faut distinguer deux organismes. La World Athletics, qui est l'organisme international qui régit les compétitions, qui établit les règles et qui certifie les records, et les fédérations de chaque pays qui ajoutent leurs propres règles à celles de la World Athletics, c'est là que réside toute la complexité. La première règle de la World Athletics, c'est qu'il y a 1810 places disponibles pour l'athlétisme pour les JO, c'est-à-dire 905 par sexe. Allez, on récapitule les épreuves de piste pour que vous soyez au top pour les JO. 100, 200, 400 pour le sprint, 800, 1500 pour le demi-fond, 3000 mètres steeple, 5000, 10 000 marathon pour le fond, 100 mètres haies pour les femmes, 110 mètres haies pour les hommes, 400 mètres haies hommes-femmes. On a les relais 4x100 mètres et 4x400 mètres et le relais mix 4x400. Certaines des disciplines des épreuves combinées comme l'heptathlon et le décathlon et finalement le 20 km marche ainsi que les épreuves de marche par équipe mixte qui a remplacé le 50 km marche. Bah ouais, ça a disparu malheureusement. Voici le nombre de places disponibles pour chaque épreuve et je vous mets quand même les épreuves de terrain, le field, c'est-à-dire les sauts et le lancer, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. La règle la plus importante, c'est que chaque pays peut envoyer un maximum de 3 athlètes par discipline, sauf pour les épreuves par équipe où c'est 2 et les relais seulement une équipe. Ça veut dire que si un pays, au hasard le Kenya, avait plus de 80 coureurs qui font le standard olympique sur marathon, je dis ça vraiment au hasard, eh bien 77 Kenyans devront se contenter de regarder les Jeux à la télé. La morale, c'est de bien choisir votre pays à la naissance, évidemment. Mais alors comment on se qualifie pour une épreuve d'athlétisme? Eh bien il y a deux solutions. Première solution, faire les minima imposés par la World Athletics pendant la période de qualification. Deuxième solution, les places non attribuées via les minima sont distribuées en fonction du classement mondial de la World Athletics, le fameux ranking, pendant la période de qualification. Et au niveau des périodes de qualification, eh bien ça varie selon l'épreuve. Par exemple pour le marathon, la période s'étendait sur 547 jours, ce qui est logique car il est difficile de cumuler les courses, alors que pour les autres épreuves, hors des 1000 mètres, c'était seulement 366 jours. Donc sur le papier, les athlètes, ils avaient quand même vraiment le temps de réaliser le standard. Maintenant, j'aimerais vous expliquer le fameux ranking de World Athletics car au final, il y a assez peu de gens qui comprennent comment ça fonctionne, or c'est crucial à comprendre pour le haut niveau. Et d'ailleurs, si c'est aussi important dans le contexte des Jeux, c'est parce qu'un certain pourcentage d'athlètes, ils vont pouvoir se qualifier au JO sans avoir fait le standard grâce au ranking. Alors on commence par se rendre sur le site worldathletics.org. Vous avez une section World Rankings, puis Event Ranking. Je vous mets tous les liens dans la description. Vous choisissez le sexe, puis l'épreuve, et vous pouvez préciser aussi la date du ranking. Pour notre exemple, c'est important parce que si on prend le 1500, la date limite pour les JO, c'était le 30 juin 2024. Voici le classement. Chaque athlète a un ranking score. À la date du 30 juin 2024, et sans surprise, c'est notre ami Jacob Ingebretsen qui est en tête avec 1519 points, et notre premier français, c'est Azzedine Abs avec 1372 points, 8e place. Alors comment est calculé ce ranking score? Eh bien pour le 1500, ça va être la moyenne des 5 meilleures performances score sur 1500, miles sur route et 2000 mètres. Faut savoir que plus l'épreuve est longue, moins il faut de courses pour calculer le score de ranking. Par exemple pour le marathon, seulement 2 performances sont requises et l'une d'entre elles peut être un semi-marathon.
Donc pour chaque course, un performance score est calculé, c'est la somme du result score et du placing score. Le result score, c'est simplement un nombre de points qui est attribué à une performance brute sans prendre en compte le classement. Il existe un PDF librement consultable de 547 pages, je ne plaisante pas, qui répertorie chaque équivalence pour chaque épreuve. Exemple, on prend le 3:29:65 de Jacob aux mondiaux de Budapest, ça donne un result score de 1250 points. Ensuite, il peut y avoir un bonus qui s'applique ou non, le placing score, qui récompense les athlètes qui font un bon classement dans des courses relevées. Comme Jacob, il avait terminé deuxième aux mondiaux derrière Josh Kerr, d'après le tableau, ça équivaut à un bonus de 330 points, car c'est une course de classe OW, le plus haut rang, et vous voyez qu'il y a tout un tableau qui décrit les bonus selon le type de course et le classement. OW, c'est pour les Jeux Olympiques et les mondiaux, DF, c'est pour les finales de Diamond Leagues, etc., etc. Donc au total, pour les mondiaux, Jacob, il remporte un score de 1250, plus 330, soit un performance score de 1580. Ensuite, on prend la moyenne de ses 5 meilleures performances et on arrive bien à 1509 points. Alors son ranking score, il est de 1519. De ce que j'ai compris, quand on fait un record du monde, on a un bonus et à mon avis, c'est son record du monde sur 2000 mètres qui lui donne un plus 10. En général, un score supérieur à 1200 points, c'est de la classe mondiale et ça devrait vous placer parmi les 40 meilleurs mondiaux sur votre épreuve. Un score supérieur à 1000 vous placera probablement parmi les 500 à 1000 meilleurs du monde. Pour info, mon 2h15 de marathon, ça me donne 1073 points. Vous savez maintenant comment fonctionne le ranking mondial, à ne pas confondre avec le bilan mondial que vous pouvez retrouver sous le nom Top List. Alors le bilan mondial, c'est simplement le classement des meilleures performances brutes, soit de tous les temps, soit sur une période donnée. Pour vous donner un exemple de la différence entre le ranking et le bilan, si un athlète fait une excellente perf aux 5000 dans la période de qualification, par exemple il fait un 13:06, mais qu'ensuite toutes ses perfs sont mauvaises, disons qu'il ne fait que des 15 minutes sur le reste de la période, il aura un ranking sur la base de ses 3 meilleures performances et le ranking il sera sûrement très moyen. Par contre, il aura un bon classement au bilan puisque ça se joue sur sa meilleure perf, 13:06, et c'est comme ça qu'on pourrait se retrouver avec un mauvais ranking mais un bon bilan. Maintenant, là où ça se complique, c'est qu'il peut y avoir des spécificités pour certaines épreuves. Par exemple, pour le marathon, avant la fin de la période de qualification, c'est-à-dire le 30 janvier 2023, World Athletics sort une liste des 64 athlètes considérés comme qualifiés. Et en fait, ce sont les 64 premiers de la liste Road to Paris qui suit le bilan mondial. Évidemment, dans les 64 ne sont inclus que 3 athlètes par pays, heureusement, parce que sinon il y aurait des dizaines de Kenyans qui seraient en théorie dans ce top 64, mais du coup ils ne comptent pas. Toujours sur marathon, après le 30 janvier 2024, le reste des places, donc 16, sont attribuées selon les modalités classiques, c'est-à-dire par le standard ou faute de standard au ranking. Et au marathon, il y avait une autre façon d'être qualifié, c'était de faire un top 5 dans un marathon platinum. Peu de personnes le savent, donc c'est Valencia, Shanghai, Tokyo, Londres ou Nagoya, entre le 6 novembre 2022 et le 30 avril 2024. Bref, on rentrera pas dans les détails car au final, aucun athlète n'a pu se qualifier par ce biais, mais sachez que ça existe. Pour le 1500, le 5000 et le 10 000, les athlètes ils pouvaient faire les minima sur une distance équivalente. Donc pour le 1500, ils pouvaient faire un mile, pour le 5000, ils pouvaient faire un 5 km sur route, et pour le 10 000, un 10 km sur route. Et une nouvelle règle a été créée pour le 10 000 mètres. 8 places sur les 27 disponibles ont été réservées à 8 athlètes en fonction de leur classement mondial sur cross-country. C'est pour cette raison que Jan Schrubb, malgré un record de 27:47, alors que le standard au 10 000 mètres c'était 27:00, il est qualifié pour le 10 000 mètres grâce à son excellent ranking en cross-country. Il était 4e mondial au 30 juin, alors qu'en fait il serait jamais passé ni au standard ni au ranking sur 10 000 mètres puisqu'il occupait la 31e place. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas sa première place au championnat d'Europe de cross qui a vraiment permis à Jan de réussir ce coup de maître, c'est plutôt la moyenne de ses 3 premières places dans des crosses de haut niveau, lui rapportant des scores de 1240 points chacune. Et oui, malin ce Jan Schrubb, comme quoi la qualification JO elle se joue aussi sur l'intelligence et sur la stratégie. Sinon, il y a aussi un truc qui s'appelle les places d'universalité. Alors ça permet aux pays sans athlètes qualifiés d'envoyer leurs meilleurs coureurs sur 200 mètres, 800 mètres ou marathon. Ces places, elles visent en fait à promouvoir l'inclusivité, ça permet la participation de nations qui ont moins de ressources sportives. Par exemple pour le marathon, il y a 8 places d'universalité qui sont disponibles, souvent elles sont attribuées à des petits pays. Le 2 juillet 2024, la World Athletics elle a publié un classement qui s'appelle Road to Paris, vous pouvez aller voir, c'est super bien fait, je vous mets le lien en description. Ce classement il liste tous les athlètes qualifiés par minima, par ranking ou autre, et il semble fréquemment être actualisé en fonction des réponses des fédérations. Mais attention parce que être sur cette liste au 2 juillet ne signifie pas qu'on peut déboucher le champagne. Les athlètes qualifiés par la World Athletics doivent ensuite être choisis par leur fédération afin de participer aux JO.
En gros, ce sont toujours les fédérations qui ont le dernier mot, c'est très important à retenir. Parce que oui, les fédérations nationales ont parfois des critères de sélection qui sont plus exigeants que la World Athletics elle-même, et c'est souvent ce qui fait polémique. Avant le 4 juillet, chaque fédération doit communiquer à la World Athletics leur intention de refuser une place pour un qualifié. Chaque place refusée ira à l'athlète suivant au classement World Athletics de l'épreuve, seulement si le pays n'a pas dépassé sa limite de 3 athlètes qualifiés, évidemment. Comme je vous le disais, il faut faire la différence entre les modalités de la World Athletics, dont on a parlé juste avant, et celles des fédérations de chaque pays. Et comme toutes les fédérations du monde, la FFA a ses propres règles. Qu'on soit d'accord ou non, ce sont ces règles qui vont faire autorité pour envoyer un athlète au JO. L'ambition de la FFA lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est de présenter l'équipe de France la plus compétitive possible, ce qui se traduit par la volonté de sélectionner les athlètes ayant une réelle possibilité de terminer parmi les 20 premiers de leurs épreuves. L'une des premières règles de la FFA, c'est que pour être sélectionné au JO, il fallait participer au championnat de France élite qui se déroulait à Angers du 28 au 30 juin 2024, à l'exception des épreuves de 10 000 mètres, de marathon, de marche et de combiné, sauf en cas de demande de dérogation, comme ce fut le cas pour Jimmy Gressier qui était partiellement blessé. Ensuite, vous avez sûrement entendu parler des athlètes prioritaires, tout un casse-tête. En gros, ça signifie qu'ils avaient la priorité sur les athlètes qui seraient qualifiables par la voie classique, c'est-à-dire par le standard ou le ranking. Pour être athlète prioritaire, il fallait soit faire un top 8 lors des championnats du monde de Budapest 2023, comme ça a été le cas pour Hassan Chadi qui avait terminé 7ème, il était donc prioritaire à condition d'avoir été sélectionné par la World Athletics. En gros, il fallait faire le standard au marathon, 2h08-10 dans la période donnée. Option 2, vous vous souvenez quand j'ai dit que pour tout le monde, sauf pour le 10 000 mètres, le marathon, la marche et les épreuves combinées, il était obligatoire de participer au championnat de France Élite 2024 qui avait lieu à Angers. Et ben, gagner les championnats de France Élite, c'était une façon d'être prioritaire, mais attention, c'était sous 2 conditions. Ok, tu gagnes, mais il faut être éligible selon les modalités de la World Athletics, standard ou ranking. Et en plus, et ça c'est le plus important, tu dois faire partie du top 32 au ranking mondial. Sans ces 2 conditions, bah tu es champion de France élite, mais tu ne vas pas au JO. Ouais, je sais, ça commence à faire beaucoup de conditions, mais ça c'était une des règles les plus importantes, vous allez comprendre pourquoi. Donc ce que je vous ai décrit avant, c'était les raccourcis, mais de façon générale, la FFA proposait 3 façons de se qualifier. Faire les minima fixés par la World Athletics, ne pas faire les minima mais être éligible selon les modalités fixées par la World Athletics, donc au ranking, vous commencez à comprendre, mais pas n'importe quel ranking, puisque la FFA ne vous prendra que si vous figurez dans le top 24 au ranking mondial à 3 par pays. Ou 3, ne pas faire les minima mais être éligible selon les modalités fixées par la World Athletics, donc au ranking, mais figurer dans le top 20 au bilan mondial au 2 juillet 2024. Je vous rappelle, le bilan mondial, c'est le classement des performances brutes, c'est différent du ranking. Voilà, on a passé le plus dur. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si plus de 3 athlètes français non prioritaires sont sélectionnables? Eh bien, dans ce cas, on oublie les autres règles. Le comité de sélection sélectionnera 3 athlètes en s'appuyant sur le classement des championnats de France élite, d'où encore une fois l'importance de ces championnats sur de nombreuses distances. Petite note pour le marathon, il était possible d'être athlète prioritaire en étant le premier athlète français dans le top 8 aux mondiaux de Budapest, c'était ticket direct pour les Jeux s'il faisait les minima ou le ranking avant le 30 janvier 2024, ou alors, deuxième priorité, si un athlète réalisait les minima ou était présent dans le top 24 au classement du 30 janvier 2024 et figurait sur la liste des 64 de la World Athletics le 30 janvier 2024. Au-delà des athlètes prioritaires et dans le cas où plus de 3 athlètes seraient sélectionnables, on s'appuie sur le bilan mondial entre le 1er novembre 2022 et le 30 avril 2024. Bon, ça c'était la partie un peu chiante, mais là du coup, ça fait une bonne transition pour parler de nos marathonien français. Hassan Chadi, il était prioritaire au marathon puisqu'il était 7ème aux mondiaux de Budapest, donc top 8. On active alors la règle de la priorité selon la FFA. Mais malheureusement, il perd son statut prioritaire le 30 janvier 2024 car comme je vous l'ai dit, la condition pour être prioritaire, c'était de faire les minima World Athletics ou le ranking avant cette date. Au 30 janvier 2024, il y a 5 Français qui ont fait les minima. Mehdi Frère, Nicolas Navarro, Félix Bourg, Morad Amdouni, Benjamin Choquer. C'est alors la règle FFA du bilan mondial qui s'applique puisque plus de 3 athlètes sont sélectionnables. Du coup, top 3, Mehdi Frère, Nicolas Navarro, Félix Bourg. Le 18 février 2024, retournement de situation, nous sommes au marathon de Séville et je vous rappelle que, selon la World Athletics, les marathoniens, ils ont jusqu'au 5 mai 2024 pour se qualifier.
Morad court 2h03,47, record de France, il devient le meilleur performeur au bilan français, il prend donc la place de Félix Bourg. Premier Morad, deuxième Mehdi Frère, troisième Nicolas Navarro. Le 21 avril, Hassan Chadi participe au marathon de Londres. Comme Mehdi et Nicolas sont prioritaires parce qu'ils avaient fait le standard avant le 30 janvier, eh bien Hassan il peut uniquement prendre la place de Morad et pour cela, il doit battre son 2h03,47. C'est pour cette raison en fait que Hassan, il a pris des risques en passant au semi en 1h01 30 secondes. Malheureusement, ça ne passe pas, il termine en 2h07,30, fin du rêve olympique pour Hassan, il finit 5e au bilan mondial des Français, ciao. Mais, nouveau retournement de situation pour le marathon français lorsqu'en juillet 2024, on apprend que Mehdi Frère serait sous le coup de 3 manquements au règlement de localisation de l'agence antidopage. Pour la faire courte, ça signifie qu'il n'aurait pas été présent aux endroits indiqués sur son portail de localisation ou alors qu'il aurait fait des modifications à sa localisation au dernier moment, ce qui constituerait une infraction au règlement de l'antidopage, mais soyons clairs, aucun rapport avec des contrôles loupés ou même des tests positifs. Au moment où je tourne cette vidéo, la décision de suspendre Mehdi pendant 2 ans à compter du 4 juin 2024 a été annoncée. Il est en train de faire appel au TAS, le tribunal arbitral du sport. Mais à mon avis, ça sent quand même mauvais. Du fait de la potentielle suspension de Mehdi Frère, la sélection française au marathon qualifie le prochain athlète au bilan mondial. Premier Morad, deuxième Nicolas, troisième Félix Bourg. Ouais, je sais, c'est une vraie série ces JO et on sait pas, il va peut-être encore y avoir un autre retournement de situation. Maintenant, il y a le cas de Nicolas-Marie Daru au 3000 mètres steeple, c'est encore plus fou. Nicolas, il a pas fait les minima dans la période World Athletics. Par contre, selon le classement Road to Paris de la World Athletics, Nicolas Marie est qualifiable car il passe au ranking, il est 30e au 30 juin, mais 4e français au bilan derrière Gilles Lavert, Bedrani et Mielette qui ont tous couru 8 minutes 13. Mais rappelez-vous, il existe une règle de la FFA qui stipule bien que le champion de France élite 2024 devient prioritaire si et seulement si il remplit les modalités World Athletics, donc minima au ranking, et figure dans le top 32 au ranking mondial. En gros, c'est quasi mission impossible. Sauf que Nicolas-Marie Daru remporte les France de 3000 mètres steeple et comme il remplit les conditions de la World Athletics, il gagne son ticket pour les Jeux. Faut savoir qu'il était 30e au ranking. C'était vraiment chaud. Comme les 3 autres athlètes avaient le standard, la sélection se base alors sur le classement des championnats de France élite et non les chronos. En gros, toutes les cartes sont redistribuées. Daru premier, Gilles Lavert deuxième, Mielette troisième. Bedrani perd sa place pour les Jeux alors qu'il avait la 2e meilleure performance française de l'année, c'est terrible. Finalement, vous avez peut-être entendu parler du cas Romain Mornet, l'un de nos meilleurs athlètes sur 1500 mètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la FFA a sélectionné seulement 2 athlètes sur 1500, Azzedine Habs et Maël Gouillette. En théorie, il reste donc une place. Le truc, c'est que Romain n'a pas réalisé le standard, qui est à 3:33,50. Son record personnel, c'est 3:34,33 au 30 juin. Mais Romain devient champion de France élite 2024. Est-ce qu'il va nous faire une Daru ? En fait, il y a un problème. Il ne figure pas dans le top 32 du ranking mondial, comme demandé par la FFA. Il est, tenez-vous bien, 33e. Verdict, pas de qualif pour Romain, ça s'est joué à un cheveu. Voilà, il y aurait plein d'autres cas à vous parler, mais j'ai choisi de vous parler de cela parce que je les trouvais vraiment intéressants et en fait ça se répéterait si je vous parlais des autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous si vous trouvez que ces règles sont plutôt justes, plutôt injustes. En tout cas, le règlement est très clair depuis des années. J'espère que vous avez maintenant une meilleure idée de comment ça fonctionne. Je remercie Pauline, Julien, Romain Mornet et même François Chiron qui ont répondu à mes questions. On se dit à bientôt pour la partie 2. Ciao les machines.